Donc bonjour, bienvenue à cette conférence qui s'intitule donc le non-respect des obligations sociales des employeurs et ses conséquences. Donc je me présente, je suis Cassandre Cara, élève de première année à GEM et membre de l'association GEM en débat. Je serai la modératrice de cette conférence qui sera animée par Monsieur Laminou Husseini Ankouraou, qui travaille donc au pôle contentieux en termes de recouvrement de la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger. C'est l'équivalent de l'URSSAF français. Il a une maîtrise en droit public et il est diplômé de 3e cycle sur le travail et la sécurité sociale. Je vous laisse la parole, monsieur. Voilà. En termes de présentation, je pense que c'est assez suffisant pour me présenter. Maintenant, en ce qui concerne la thématique du jour, à savoir le non-respect des obligations sociales des employeurs et ses conséquences, elle se présente de la façon suivante. À travers le monde, il a été enregistré 3,3 milliards de travailleurs. Et ça, c'est selon des chiffres avancés par l'Organisation internationale du travail. Il faut également reconnaître que ces 3,3 milliards de travailleurs dans le monde se situent dans la tranche d'âge de 15 à 65 ans, c'est-à-dire, en d'autres mots, la population active. Toujours en termes de caractéristiques liées à cette population, il faut reconnaître qu'elle constitue au moins la moitié de la population mondiale. Évidemment, cette population active appelle à d'innombrables défis en termes d'employabilité. Et ces défis s'entendent par le chômage, les migrations. Maintenant, au gré de là où on se situe dans le monde, les difficultés ne sont pas les mêmes. Quand on prend les pays du Sud, à savoir des pays comme les miens, nous avons une population qui est majoritairement jeune, ce qui voudrait dire que cette population-là est en quête perpétuelle d'emploi du fait de son dynamisme et de la jeunesse qui la caractérise. Par ailleurs, ne trouvant pas satisfaction du point de vue des besoins qui sont les siens, cette jeunesse est souvent appelée à migrer. Depuis un certain nombre d'années, nous assistons à des tragédies terribles au niveau de la Méditerranée et dans bien d'autres secteurs géographiques maritimes. Cela se répercute par un nombre considérable de victimes. Ces jeunes, en effectuant ces migrations, le font dans l'objectif d'avoir des lendemains meilleurs. Donc, ils sont à la recherche d'un Eldorado qui, somme toute, est une utopie quand l'on se met sous différents prismes. Quand ces jeunes arrivent en Europe, le travail qu'ils viennent rechercher, souvent ils ne le trouvent pas. Pire encore, certaines populations les accueillant en profitent pour s'en servir de bouc émissaire. Parce que ces populations se situent dans une dynamique selon laquelle l'étranger est le parfait mouton noir, excusez du terme, qui vient leur voler leurs emplois et bien d'autres avantages. Et c'est souvent la rhétorique des partis d'extrême droite ou d'obédience xénophobe. Donc, en termes de solutions trouvées par les États dans le monde pour contenter leurs travailleurs en termes de garantie contre le risque social, il a été trouvé une solution merveilleuse, et ce, depuis la révolution industrielle, du moins quelques temps après cette révolution industrielle, parce que cette révolution industrielle
a également eu comme répercussion des points négatifs, à savoir l'accroissement de la misère et bien d'autres mots qui l'ont caractérisé. Ainsi, à travers la sécurité sociale, ces risques sociaux sont amortis, et cela par divers procédés. Maintenant, au niveau mondial, la réelle formalisation de ce système fut effectuée en Allemagne, bon, du moins au temps de l'Empire de Prusse, à travers le chancelier Bismarck. Donc c'est lui qui a véritablement institué le système de sécurité sociale. Maintenant, en ce qui concerne nos jours actuels et en ce qui concerne l'Afrique, le taux de couverture sociale est variant et assez divers. Dans les pays d'Afrique du Nord, ce taux de couverture sociale tend à osciller entre les 80 et 100% de couverture de sécurité sociale. Dans d'autres pays, à l'image du Ghana, cette couverture de sécurité sociale est de l'ordre de 10%. Maintenant, pour en revenir à mon pays, cette couverture-là n'est pas fameuse. Parce que si l'on s'en tient à une population active du secteur formel estimée à 1 788 000 personnes, à l'année 2014, seulement 63 142 salariés seraient déclarés au niveau de la sécurité sociale, ce qui constitue un gouffre immense en termes de couverture de sécurité sociale. Et cela incite à se poser pas mal de questions. Comment est-ce qu'on peut en arriver à une situation pareille? À travers mon analyse, j'ai identifié différents éléments en ce qui concerne les causes qui pourraient expliquer cette situation d'un autre genre. Il m'a même été donné de qualifier cela de fraude. Évidemment, cette fraude, souvent, elle a des explications multiples. Donc, nous passons aux différentes causes qui expliqueraient un tel phénomène. Tout d'abord, j'ai identifié un manque d'appropriation du régime de sécurité sociale par la population nigérienne, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ainsi, ce manque d'appropriation-là, il s'identifie tant au niveau des employeurs qu'au niveau des salariés. En ce qui concerne les employeurs, ils considèrent la sécurité sociale comme une charge supplémentaire à leur charge économico-financière habituelle. Au-delà de ça, ces mêmes employeurs, une fois qu'ils sont pris la main dans le sac, ils opposent l'ignorance de la législation de la sécurité sociale, ce qui est assez facile en soi. Mais le plus souvent, nous leur opposons également la maxime juridique selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi. À part les employeurs, les salariés, en ce qui les concerne, eux, dans leur cas, ne s'approprient pas également ce régime de sécurité sociale-là, ou du moins, ils ne se l'approprient pas assez. Et cela se remarque au niveau des corporations que peuvent constituer les syndicats ou tout autre groupe de pression que forment ces salariés-là.
Ainsi, au gré des revendications que peuvent faire ces syndicats ou ces groupes de pression liés au monde du travail, le plus souvent, il n'y a aucune revendication relative à la sécurité sociale, du moins en termes d'amélioration de cette situation. Toujours en ce qui concerne ces causes-là, nous avons également l'omniprésence de l'économie informelle. À l'échelle du continent africain, l'économie informelle constitue la règle. C'est triste de le dire, mais l'économie africaine, en majorité, est animée par l'économie informelle. En ce qui concerne l'expérience que je connais la plus, à savoir celle du Niger, l'économie informelle est prépondérante à plus de 70%. Donc, par le truchement de l'omniprésence de l'économie informelle dans l'économie nigérienne, en termes d'incidence liée à la sécurité sociale, beaucoup d'employeurs qui se seraient formalisés estiment qu'ils sont désavantagés par rapport à ceux qui sont dans une économie informelle, mais qui font à peu près les mêmes activités. Donc, quelque part, ils sont nostalgiques de leur informalisme passé. Et souvent, la frontière est assez mince pour retomber dans les pratiques de l'informel, parce qu'ils ne se retrouvent pas. Maintenant qu'on a eu à parler des différentes causes liées à cette fraude aux cotisations, nous allons également tenter de connaître le mode opératoire que peut adopter cette fraude aux cotisations. Dans un premier temps, il y a la dissimulation de la main-d'œuvre. Et sur la base des chiffres que j'ai eu à vous avancer au tout début, à savoir le chiffre d'1 788 142 travailleurs censés travailler dans le secteur informel, alors que 63 000 salariés seulement de ces personnes censées travailler dans le secteur formel ont été déclarés au niveau de la sécurité sociale. Donc ce gap ou bien ce manque caractérise à lui seul cette dissimulation de la main-d'œuvre qui est effectuée. À travers cette dissimulation de la main-d'œuvre, nous avons un certain nombre de secteurs qui favorisent ou bien qui s'adonnent à de telles pratiques. Il y a le secteur des BTP, le secteur de la sécurité privée, qu'on appelle communément les services de gardiennage. Il y a également le secteur du placement de la main-d'œuvre. Donc, assez souvent, quand l'on se rend sur le terrain, l'on constate que les déclarations en termes d'impôt unique sur les traitements et salaires effectuées au niveau de la Direction générale des impôts est différente des déclarations effectuées vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc le gap, il est considérable. Souvent, pour un ratio réel de 100 salariés dans une structure donnée, seulement 50 salariés viennent à être déclarés. Et vous avez des situations assez aberrantes, notamment dans le domaine des BTP, où vous pouvez vous retrouver avec des structures avec un seul salarié. On peut considérer que ce seul salarié est une force herculéenne, mais néanmoins certains ouvrages ne pourront pas être réalisés par cette seule personne.
Donc à ce niveau, la fraude, elle est patente, elle est criante, elle est là, elle est présente. Maintenant, en ce qui concerne le secteur du placement de la main-d'œuvre, là aussi, vous avez une structure chargée de la gestion des ressources humaines qui est en même temps chargée de faire des placements de main-d'œuvre dans différentes structures, dans différents domaines. À l'occasion de cet exercice, ces mêmes structures-là ont tendance à tricher. Par exemple, sur un trimestre donné, supposons le premier trimestre 2016, ces mêmes structures auront à déclarer 2 ou 3 personnes dans une structure donnée, et ces 2 ou 3 personnes ne seront pas déclarées lors du deuxième trimestre 2016. Donc il faudrait préciser à ce niveau que au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger, en termes de déclaration, cela est dépendant de l'effectif de la structure qui est en face de nous. Une structure qui a un effectif de plus de 20 salariés se doit de faire des déclarations mensuelles. En termes de traçabilité, cela est beaucoup plus facile. Maintenant, quand c'est une structure qui a un personnel de moins de 20 salariés, en ce moment-là, cette déclaration doit se faire trimestriellement. Donc, tel est le mode opératoire en ce qui concerne les déclarations. Maintenant, le second mode opératoire pour arriver à la fraude aux cotisations. Bon, la particularité du Niger, c'est que cette fraude s'opère dès la déclaration aux cotisations, contrairement à la France, où la fraude s'effectue le plus souvent au niveau des prestations sociales qui sont accordées, que ce soit au niveau des allocations familiales, mais également au niveau d'autres prestations accordées. Donc, en termes de mode opératoire, nous avons également identifié la minoration du salaire. À ce niveau, il y a divers épiphénomènes. D'abord, le SMIC au Niger, le SMIC mensuel, est de 30 047 francs. Donc, 47 francs CFA. Quand j'ai effectué la conversion indiquée, je me suis retrouvé avec 45 € mensuels. Bon, évidemment, au niveau du revenu et du niveau de vie, cela peut s'expliquer. Nous sommes dans un pays en voie de développement avec toutes les pesanteurs que cela appelle. Mais néanmoins, sur ces 45 €, des fraudes sont également opérées. Donc, il m'a été donné de voir à plusieurs reprises, au gré des contrôles que nous effectuons, des minorations de salaire. Vous pouvez assister, ou bien du moins voir une déclaration trimestrielle ou mensuelle pour laquelle les salaires réels ne sont pas déclarés. La plupart des travailleurs ou des salariés sont déclarés au SMIC. Il est évident que dans un premier temps, cela permet à ces employeurs indélicats de berner les instances de la sécurité sociale. Cependant, en s'inscrivant dans un long ou court terme, cela a des incidences fâcheuses. En prenant l'exemple d'un travailleur qui a eu à exercer pendant, je ne sais pas moi, 30 ans et qui était toujours déclaré au SMIC, sa retraite arrivée, il ne percevra que des subsides relatifs aux cotisations qu'il a eu à effectuer sur la base du SMIC, ce qui est assez fâcheux et triste. À part cela, il nous a également été donné de constater que beaucoup de travailleurs, ça au-delà de la fraude, beaucoup de travailleurs
ne connaissent pas d'avancement en termes d'échelon ou bien d'accessoires liés au salaire. Vous pouvez voir une personne qui a le même salaire pendant des années, et ça ne change pas. Donc il est évident que la structure de régulation que nous sommes a également sa part de responsabilité. Nous avons là terminé avec les causes qui sous-tendent la fraude aux cotisations. Nous passons également aux conséquences. Dieu seul sait de quel nombre ou bien de quelle dimension peuvent être ces impacts. Donc, en termes d'impact constatés, nous avons des impacts et des conséquences sur les prestations sociales. Et en ce qui concerne le Niger, dans sa particularité, et en s'en tenant à la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail, qui est liée à la sécurité sociale, le Niger, selon son niveau de développement et les revenus économiques qu'elle génère, nous sommes mis sous le couvert de 3 prestations sociales, ou bien du moins des prestations sociales liées au travailleur et à sa famille. C'est le cas des allocations familiales, des indemnités journalières pour la femme qui travaille lorsque cette employée est enceinte. Donc, il y a des indemnités journalières qui sont versées. Évidemment, si son salaire a été minoré, si elle n'a pas été déclarée en termes de cotisation sociale à la Caisse nationale de sécurité sociale, il va sans dire que cela va se répercuter sur ses différentes prestations sociales. Encore plus pernicieux, les prestations sociales liées aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Il est évident que des salariés qui n'ont même pas fait l'objet de déclaration, quand de telles situations leur arrivent, je vois mal cet employeur aller le signifier acquis de droit, à savoir l'organisme de sécurité sociale, pour dire que cet employé vient d'avoir un accident de travail, ou du moins un accident de trajet, ou une maladie professionnelle constatée. Parce que cet employeur qui n'a pas eu l'amabilité de verser les cotisations dues à son salarié ne prendra malheureusement pas les précautions pour mettre en droit ce salarié blessé ou carrément rendu infirme du fait de cet accident de travail. Encore plus curieux et plus triste, au niveau de la retraite. Au Niger, la retraite, elle est fixée à 60 ans. Évidemment, il est permis aux différents salariés de prendre, après 15 ans de cotisation effective, des retraites anticipées. Donc, si par malheur, un employeur n'a pas eu à déclarer son salarié, quand ce salarié, du fait de l'âge ou bien d'autres raisons, arrivera à la retraite, ne pourra pas jouir des cotisations qui auraient dû être effectuées pour lui. Ce qui rendra encore plus précaire sa situation, parce que ne travaillant pas et ne disposant d'aucun subside pour vivre tranquillement les jours qui lui restent à passer. N'étant pas dans le secteur professionnel à présent. Donc, comme autre
conséquence, il y a également le ralentissement du processus de réduction de la pauvreté. Donc il ne faudrait pas se voiler la face. Le Niger ne fait pas partie du hit parade des pays industrialisés. C'est un pays en voie de développement et qui au quotidien se bat pour réduire la pauvreté sous ses différents angles ou bien sous les différentes facettes que ce phénomène peut emprunter. À la base, les mesures liées à la sécurité sociale sont des amortisseurs sociaux, puisque ces mesures permettent de faire face aux risques sociaux. Parce que le plus souvent, quand les risques sociaux arrivent, on ne peut déterminer à première impression leur coût ou d'autres conséquences matérielles ou pécuniaires que peuvent avoir ces risques. Donc, sous le prisme de la solidarité, les différents travailleurs, de par leur cotisation, permettent socialement d'affronter ou bien de faire face à ces risques sociaux-là. Et en ce qui concerne la solidarité, là où cet instrument est magnifique, c'est que beaucoup de ceux qui cotisent actuellement le font pour assurer la retraite de ceux qui vont obtenir leur droit à la retraite à court terme. Donc c'est ça aussi la solidarité. Ce qui fait que des personnes qui travaillent actuellement, dans 20 ans, seront supportées par les cotisations sociales qu'auront effectuées d'autres jeunes ou bien d'autres personnes ayant fait leur entrée dans le monde du travail. Donc c'est un amortisseur social important qui lutte également contre la pauvreté. Maintenant, en termes de solutions, nous avons identifié un certain nombre de pistes de solutions. En ce qui concerne ces pistes de solutions, nous avons identifié une sensibilisation adaptée aux réalités nigériennes. Je l'avais dit au début de mon propos, qu'il y avait un manque d'appropriation du régime de sécurité sociale au Niger, que ce soit au niveau des emplois ou de toute autre personne qui pourrait être intéressée par ce régime-là. Donc, pour pouvoir sensibiliser ou bien atteindre le maximum de personnes possible, l'organisme de sécurité sociale ainsi que d'autres acteurs intervenant dans la chaîne socio-professionnelle devraient avoir comme mesure une sensibilisation adaptée aux réalités nigériennes. Et quand je parle de réalité nigérienne, c'est par exemple 28,7% d'adultes alphabétisés, ce qui est assez mince en termes de messages à faire passer. Peut-être qu'il faudrait passer par d'autres canaux de communication beaucoup plus adaptés et qui soient plus proches de ces populations-là. Donc, au-delà de ça, il faudrait aussi faire en sorte de sensibiliser large au niveau des acteurs de l'économie informelle. Vu qu'elle est prépondérante, il faudrait les intégrer au maximum pour que cette transition des plus nécessaires de l'informel vers le formel soit effectuée dans un terme ou bien dans une échéance des plus brefs. Également, ce régime de sécurité sociale
devrait être étendue à des couches de la population qui n'auraient pas accès à cette sécurité sociale. Et quelque part, ça facilitera le passage à ce qu'on appelle la protection sociale. La sécurité sociale est un stade de protection qui est accordé aux différents membres de la société en termes de garantie contre les risques sociaux. Et la protection sociale est beaucoup plus inclusive. Ainsi, la protection sociale pourra intégrer des prestations beaucoup plus grandes, comme la couverture santé universelle, que vous appelez communément en France la couverture maladie universelle, si je ne m'abuse. Donc, sous le prisme de la protection sociale, beaucoup de jalons doivent être posés pour y arriver. Peut-être je ferai une image qui serait peut-être inappropriée. La protection sociale est pour le discours marxiste-léniniste qui dit que le communisme est le stade ultime que le socialisme pourrait atteindre. Donc la protection sociale représente la même échelle pour la sécurité sociale. Toujours en ce qui concerne les solutions à la fraude de cotisation sociale, il faudrait également un renforcement des mesures administratives de répression de cette fraude constatée. Donc, en termes d'attributs, la Caisse nationale de sécurité sociale a par exemple les mêmes attributs que les organismes chargés de collecter les impôts. Ça veut dire qu'une structure ou un employeur indélicat peut être appelé à mettre fin à ses activités. Évidemment, c'est une mesure que nous ne sommes pas en train d'employer. Ça fait un certain nombre d'années que cette mesure de fermeture des entreprises n'est pas opérationnelle au niveau de la sécurité sociale. Donc, en termes d'instruments coercitifs et en termes de situation actuelle, cela a certainement eu des répercussions. Toujours au niveau du renforcement des mesures administratives de répression liées à la fraude, il y a également une meilleure collaboration entre les structures intervenant dans la chaîne socio-professionnelle. J'entends par là l'ANPE, l'Agence nationale de promotion de l'emploi. Bon, là, je parle sous votre contrôle, que vous appelez communément ici le Pôle emploi. Voilà. Donc, une collaboration améliorée avec des institutions similaires pourrait faire en sorte que la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger ait beaucoup de salariés, ou du moins la majorité des salariés lésés, puissent être remis dans leurs droits. Donc, en termes de mesures administratives, elles doivent avoir ces facettes-là. Donc, j'en viens inexorablement vers la conclusion de mon propos. Donc, du fait de l'existence de l'économie informelle à l'échelle africaine, à des doses variées selon les pays, la sécurité sociale, ou du moins son pendant amélioré qu'est la protection sociale, peuvent être utilisées pour prétendre à une croissance économique harmonieuse. Donc les États africains devraient s'atteler à cela. Parce qu'on ne doit pas le perdre de vue. Le capital humain est très important dans n'importe quel essor, notamment l'essor économique.
Donc, une importance particulière doit être accordée au capital humain en ce qui concerne le risque social auquel il peut être sujet. Donc, j'ai eu à le dire tout à l'heure, pour faciliter une transition concrète de l'informel vers un cadre des plus formels, il faudrait que les mesures et les pistes de solutions avancées tout à l'heure soient accentuées. Et la sécurité sociale, une fois implémentée, réduira les disparités sociales inexistantes. Pour montrer l'importance de cette thématique, je finirai par cette assertion de Jean-Jacques Rousseau qui dit « Tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie. Il cesse d'en être un membre en violant ses lois et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'État est incompatible avec la sienne. » Donc je suis à la fin de mon propos par rapport à cette thématique et je vous remercie pour votre aimable attention. Aussi, je suis à vous pour d'éventuelles suggestions, remarques ou observations. Merci. Très bien. Donc, est-ce que quelqu'un aurait une question ? Oui. Bonjour, et puis je vous remercie beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous entendre parler. Vous parlez un français comme on aimerait beaucoup en entendre parler ici. Donc, je vous remercie déjà pour ça. Deuxième chose, dans votre exposé, j'avais l'impression que vous parliez de la France quelquefois. Parce que, figurez-vous qu'en France, on a à peu près les mêmes problèmes, dans un peut-être autre ordre, mais on a exactement les mêmes problèmes. Peut-être une particularité que vous n'en avez peut-être pas parlé, c'est est-ce qu'il y a des cas de corruption avérés dans votre pays, dans le cadre de la mise en place de la sécurité sociale? Et j'ai apprécié votre conférence. Je voulais savoir, ce type de conférence, vous la faites dans votre pays, vous la faites à qui ? Merci, monsieur. Je vous remercie pour vos différentes observations. Il est évident que la France et le Niger, en termes de sécurité sociale, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Quand en France, il y a des fraudes aux prestations sociales, au Niger, cela se fait à la base, c'est-à-dire au moment même où les déclarations salariales doivent s'effectuer. Donc de là, les préoccupations diffèrent. Maintenant, en ce qui concerne la corruption avérée en termes de mise en place de la sécurité sociale, bon, je ne parlerai pas de corruption, mais je parlerai de contournement de la loi, surtout effectué par les employeurs. Évidemment, les agents et les fonctionnaires indélicats, ils n'en manquent jamais. Mais le plus souvent, cela vient des employeurs. Cela vient des employeurs. Maintenant, les cas de corruption doivent certainement exister. D'autant plus que des brebis galeuses, excusez-moi le terme, en termes de fonctionnaires ou d'agents assermentés dans le cadre de telles fonctions, de fonctions salvatrices vis-à-vis de l'intérêt général, de telles personnes, il n'en manque jamais. Et des cas de corruption limitant ou freinant la mise en place effective d'un système de sécurité sociale sont également présents. Parce que quand on constate le gap constaté entre le nombre de salariés censés travailler dans le secteur formel et le nombre de salariés qui ont été déclarés en 2014, il y a de quoi se poser
d'énormes questions. Évidemment, en termes de réponse, on ne saurait occulter les cas de corruption visant à limiter la mise en place de ce système. Maintenant, pour en revenir à ce type d'échanges et de conférences, dans mon pays, il m'arrive d'en faire, mais le plus souvent, comme je suis un agent de terrain, j'effectue des visites d'entreprise, je pars me rendre compte de très près de ce qui est effectué au niveau des entreprises. Je mène également un travail de sensibilisation et d'information. Parce qu'assez souvent, que ce soit les employeurs ou les salariés, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas assez la législation de la sécurité sociale. Donc, dans mon rôle de cadre de conception, je suis obligé de leur donner ces éléments d'information qui sont, somme toute, importants à leurs yeux. Voilà. Donc, tels sont mes éléments de réponse vis-à-vis de votre question. Merci. Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'il est possible pour un salarié de se rendre à un tribunal pour exiger d'être déclaré à son salaire exact et d'avoir des déclarations de sécurité sociale qui correspondent à son travail? Et si ça se passe, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc là, nous arrivons à la phase contentieuse purement dite en ce qui concernerait ce salarié. Parce que le plus souvent, après des contrôles opérés au niveau des structures professionnelles du Niger, nous constatons souvent des supercheries. Par exemple, un employeur déclare une masse salariale donnée et verse un certain nombre de cotisations. Maintenant, a posteriori, nous effectuons le contrôle et nous constatons la réalité. Et cette réalité, elle peut être faite à coût de millions. En tout cas, la différence, elle peut être très importante. Évidemment, si au-delà du contrôle ou au-delà des structures qu'on n'a pas pu contrôler, qu'un salarié de son propre chef engage une action judiciaire, la Caisse nationale de sécurité sociale sera appelée à comparaître en tant que tiers ou selon une toute autre considération. Parce que quelque part, il y va de notre obligation de faire en sorte que le maximum, ou du moins la majorité des salariés, des travailleurs enregistrés à l'échelle de notre pays soient immatriculés. Évidemment, s'ils ne sont pas immatriculés, nous entrons dans un cas contentieux patent au niveau du tribunal du travail. Et en ce moment, un redressement est effectué à cet employeur indélicat avec les intérêts moratoires ou compensatoires qui vont avec. Voilà. Mais dans nos démarches, le plus souvent, nous privilégions le règlement à l'amiable pour ne pas arriver à cette phase contentieuse qui souvent peut être long ou peut avoir d'autres pesanteurs la concernant. Donc, nous privilégions une phase contentieuse, une phase de règlement à l'amiable. Si cette phase de règlement à l'amiable ne donne pas les effets escomptés, nous arrivons à une autre phase précontentieuse. Si toujours cette phase précontentieuse ne donne pas les résultats attendus, nous arrivons à cette étape contentieuse tant redoutée. Voilà, donc c'est comme ça que nous opérons. Évidemment, quand cette situation est amenée devant les juridictions compétentes,
ce salarié sera remis dans ses droits et de la plus juste des façons. Voilà. Merci. J'espère que vous avez été satisfaite. Bonjour, c'est Mademoiselle Soro de Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir le rôle, quelle est la place des femmes dans le domaine du travail au Niger et est-ce qu'elles ont le même salaire que les hommes? Quelle est leur place, les femmes? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les femmes? Merci. Bon, en ce qui concerne les femmes, il n'y a pas de traitement discriminatoire ou marginalisant en ce qui les concerne. Ce qui fait que les revenus ou les salaires qui leur reviennent leur seront versés. En tout cas, il ne m'a pas été donné de connaître de situations dans lesquelles ces femmes-là seraient marginalisées en termes de revenus. Maintenant, au niveau des postes de responsabilité, c'est vrai que moi, dans mon institution, il y a eu 2 voire 3 femmes qui ont occupé les postes les plus élevés de mon institution. Donc, si je prends l'exemple de mon institution, bon, d'ailleurs, même les femmes sont les plus nombreuses. Elles sont assez bien représentées. Donc, en termes de considération socio-professionnelle, elles ont leur place, elles ont également leur mot à dire. Maintenant, au niveau du secteur informel, évidemment, beaucoup de choses peuvent se passer parce que c'est un secteur qui n'a pas de régulation et qui a ses propres règles. Donc, à ce niveau, peut-être qu'il se passe des choses. Souvent, ces femmes-là occupent ou bien effectuent des tâches assez laborieuses. Donc, à ce niveau, on peut dire qu'il y a une différence de traitement, mais dans le secteur informel. Parce que dans le secteur formel, la législation, elle est assez balisée. Donc, le sexisme au travail et bien d'autres mots ne sont pas tolérés. En tout cas, moi, je n'ai pas connu de contentieux en ce qui concerne du sexisme ou bien un harcèlement de l'autre gente sur la gente féminine à l'occasion du travail. Peut-être que à des portions moindres, cela se passe. Mais je n'ai pas de données récentes et chiffrées par rapport à de tels phénomènes. Voilà. Merci. Encore une question? Non? Eh bien, très bien. Nous vous remercions d'abord, Monsieur Husseini Ankouraou, pour cette conférence qui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, a été très intéressante. Et puis, je vous remercie également pour votre présence. Bon, je me permets de dire un dernier propos. Donc, à travers ces échanges que j'ai eus avec vous et bien d'autres tout au long de ce festival de géopolitique, je n'ai pas parcouru des milliers et des milliers de kilomètres pour rien. Voilà. En tout cas, je suis très content d'être avec vous à l'occasion de ce festival. Encore merci.